Hop, merci. On enchaîne maintenant sur un autre atelier. On va parler de la ville durable au Brésil et comment profiter de ses besoins gigantesques. Donc pour ça, on a un interlocuteur qu'on connaît bien ici et avec qui on travaille beaucoup, Richard Gomes. Donc Richard Gomes, c'est le directeur de Business France Amérique latine depuis 2017. Alors Business France AMLAT, c'est une équipe de 55 personnes réparties sur les 5 principaux pays d'exportation française dans la zone: le Brésil, le Mexique, la Colombie, l'Argentine et le Chili. Avant Richard, il a dirigé la zone ibérique, après avoir piloté les activités innovantes de Business France en Californie et à Paris, de 2009 à 2012. Donc Richard, un grand merci d'être là. À toi la place, 25 minutes environ pour qu'on puisse poser des questions après. Et puis voilà, on se retrouve juste après. Merci beaucoup Richard. Merci Alban, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de parler d'Amérique latine, surtout quand il y a des enjeux et surtout quand il y a des opportunités pour les entreprises françaises, comme sur cet immense marché qu'est l'Amérique latine. Alors quand on dit immense marché, ça veut dire des gros chiffres. Les gros chiffres, alors juste pour rappel, l'Amérique latine c'est 650 millions d'habitants. Pour info, c'était 50 millions d'habitants à la fin du 19e siècle. Donc en un siècle, on est passé de 50 à 650. La plus grosse concentration urbaine, tout continent confondu. Donc plus de 80% de la population qui vit en ville, avec certains pays qui sont plus proches des 90% déjà. Donc on est sur une projection pour 2050 donc de 90% pour l'ensemble de la zone. Et ça représente un petit chiffre, 700 milliards d'euros d'ici 2024. Ça, c'est la somme des projets dans toutes les villes qu'on a pu identifier sur l'Amérique latine et des projets donc d'amélioration de la ville durable. Sur les attentes des consommateurs latino-américains, elles sont connues, relativement connues. Je vous apprends pas grand-chose sur le fait qu'il y ait plus de besoin de sécurité, parce que c'est un continent qui reste encore avec un niveau d'insécurité assez fort. Un peu moins de pollution, forcément quand on parle de ville, quand on parle de trafic, ça représente effectivement des niveaux de pollution assez gigantesques. Un défi aussi d'avoir des transports de masse qui fonctionnent et qui soient, si possible, donc moins polluants. Et plus de transparence dans la gestion publique. Alors selon les pays, c'est plus ou moins inégal, mais on parlait du Chili juste avant. Voilà, aujourd'hui, si on prend un rendez-vous avec un gestionnaire public au Chili, c'est officiel, ça apparaît sur le site internet. Donc il n'y a absolument pas de rendez-vous qui ne soit pas connu du grand public et qui soit affiché. Donc c'est un beau modèle, donc je tiens à le signaler et faire de la pub pour le Chili. Les défis, embouteillage, quand on parle d'embouteillage à Paris, je peux vous garantir que dans une ville comme Sao Paulo ou Mexico, je pense que effectivement vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter. Dans des villes de 30 ou 30 millions d'habitants comme Mexico ou 23-24 millions le grand Sao Paulo. Inégalité sociale, croissance urbaine, donc ça c'est effectivement assez anarchique. Urbanisation massive et qui amène les collectivités à investir sur le champ de la ville durable. On va le voir ça juste après. Les segments d'avenir, du coup les défis, c'est la gestion des eaux usées. Un bel exemple, par exemple, sur Rio, pour ceux qui connaissent les villes de Rio, il y a une superbe baie qui devait être totalement nettoyée pour les Jeux Olympiques de 2016. L'argent est arrivé et la baie est dans un état lamentable, donc l'argent a été pas utilisé, on va dire, ou utilisé à autre chose. Le défi des télécommunications, des outils d'information aux citoyens, donc forcément, les infrastructures, donc transport, l'efficacité énergétique, et puis un sujet très important dans le sujet, c'est la partie éclairage public, parce qu'effectivement on parlait d'insécurité et le fait d'installer effectivement des luminaires, des LED, ça permet effectivement d'avoir des rues beaucoup plus éclairées et donc d'essayer de réduire l'aspect insécurité. Alors, quelques conseils que l'on donne et comment se positionner sur ce marché. Donc la première chose, c'est être en amont. Alors ça, vous allez me dire, c'est valable dans toutes les zones, mais c'est d'autant plus valable ici. C'est-à-dire que quand un appel d'offres sort, c'est quasiment trop tard. C'est-à-dire qu'à vous de trouver des partenaires, de vous appuyer sur nous, bien sûr Business France, on est sur place, mais de trouver les partenaires qui vont vous aider à identifier les appels d'offres qui vont sortir.
On a une offre française qui est reconnue systématiquement. Alors ça, c'est valable dans tous les secteurs d'activité, je dirais. On a un peu une référence pour l'ensemble des latino-américains sur tous les domaines, mais spécialement sur la gestion de la mobilité dans les villes, les déchets, la gestion de l'eau. Depuis que je suis arrivé en 2017 en Amérique latine, on a systématiquement plusieurs, je dirais au moins une demi-douzaine de visites chaque année de grands décideurs, gouverneurs, maires, même présidents qui veulent venir voir ce qui se fait en France, ce qui s'est fait en France sur ces domaines-là. On est reconnu en expert sur la partie de l'eau, la partie des déchets. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas un portfolio énorme pour expliquer que on a des exemples de villes de 10, 20, 30 millions d'habitants. Ça n'existe pas en France. Et donc, j'allais dire heureusement, mais ça veut dire qu'on n'a pas effectivement la capacité aujourd'hui de leur prouver, par A plus B, qu'on est capable de prendre une ville comme Sao Paulo demain, ou Rio avec 10 millions d'habitants. Mais encore une fois, on part quand même sur un principe très 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 positif, et donc on fait faire généralement le tour de la France à ces décideurs pour aller voir un peu ce qui a provoqué un tramway dans la ville de Marseille ou dans la ville de Bordeaux, la gestion de l'eau telle qu'elle était faite à Lyon ou à Montpellier. Donc tous ces exemples, ce sont des exemples que les latino-américains ont bien en tête, et nous on fait effectivement le forcing pour bien le mettre en avant. Présence locale, c'est dit, donc soit direct, soit indirectement, toujours trouver un partenaire sur place. C'est le meilleur moyen effectivement d'identifier les affaires qui vont venir, les appels d'offres, et les travailler en amont. Donc la solution du VIE, bien évidemment, s'il va envoyer un VIE sur place pour identifier et renifler un peu tout ce qui va sortir, c'est forcément important. Financement, alors forcément, c'est pas parce que je suis ici et que je suis invité par BPI, mais BPI, n'hésitez pas, et vraiment c'est une vraie valeur ajoutée, parce que sur place, en termes de financement, ça sera compliqué. Les taux d'intérêt sont prohibitifs, et difficile effectivement de trouver effectivement des sources de financement sur place, donc BPI, donc n'hésitez pas. L'avantage aussi, je le mentionne, c'est que dans la partie financement, on a aussi les banques de développement, et notamment l'AFD qui intervient beaucoup sur des projets, donc ça c'est intéressant effectivement d'avoir aussi cette partie en tête. Exemple d'opportunité, alors encore une fois le Chili, je vais en parler, donc Santiago, donc ville intelligente, sur tous ces secteurs-là, donc sur la sécurité, sur mobilité, environnement, donc c'est un vrai comment dire, c'est la première ville intelligente d'Amérique latine ou telle que définie. Avec une vraie réflexion d'ensemble sur à la fois donc la mobilité, sur la gestion des quartiers, et la manière effectivement de limiter l'impact énergétique sur place. Medellín en Colombie, pareil, gros sujet, avec aussi le premier métro en Colombie, avec Bogota, qui pourtant est une ville de 7 millions d'habitants, mais qui aujourd'hui se retrouve effectivement avec 100 métros, et donc on a un énorme défi par rapport à ça, c'est la construction de ce métro. Et la ville de Puebla, donc au Mexique, qui va devenir la deuxième ville intelligente, donc avec des feux de circulation intelligents. Ça, on verra ensuite dans l'exemple de Niterói au Brésil. On a Engie qui s'est positionné, qui a été très bien positionné sur la gestion des flux de circulation. Mais sur Puebla, voilà, il y a un vrai appel d'air sur cette ville qui sera intéressant effectivement de creuser. Alors, je focus maintenant sur le Brésil, puisque c'était le sujet. Modèle de développement à 2 vitesses. Alors juste pour info, le Brésil, c'est grand, tout le monde sait que c'est grand, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5 heures de vol du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc c'est des dimensions qu'on n'a pas l'habitude de connaître, même en Europe. 5 heures de l'est à l'ouest, je pense qu'on se retrouve au fin fond déjà dans une bonne partie de la Russie. Et c'est donc 15 fois la France, et c'est 200 millions d'habitants, donc avec une forte concentration, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis au sud. Vous avez 70% du PIB et 55% de la population qui est concentrée dans cette partie jaune, donc par rapport à la taille du pays. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on a 17 villes qui ont plus de 1 million d'habitants, donc rien que sur ces villes, ce sont des défis.
Les principales villes, donc Sao Paulo, Rio, Brasilia en termes de population. Ce qui est important, c'est le taux d'accès à l'électricité, ok, 99%, mais par contre sur l'assainissement, ça tombe à 74%. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une marge de progression assez gigantesque qui est l'un des principaux défis, on le verra ensuite, du gouvernement actuel de Jair Bolsonaro. Les émissions de CO2 par habitant, donc c'est le 6e émetteur mondial, donc vous voyez ce que ça peut représenter, donc c'est gigantesque. Et avec des phénomènes même climatiques qui ont choqué l'opinion publique, par exemple des fumées d'incendies d'Amazonie qui du jour au lendemain, encore en fin d'après-midi, arrivent sur la ville de Sao Paulo, et donc c'est quand même très loin, mais c'est une partie sud de l'Amazonie, mais on a des feux de forêt qui ont des incidences, et donc du jour au lendemain, d'une minute à l'autre plutôt même, vous avez la ville qui tombe dans le noir complet, donc comme s'il faisait des nuits noires à 2h de l'après-midi, alors qu'encore une fois ce sont des feux de forêt qui sont très éloignés. Donc on a des phénomènes comme ça de poussière aussi qui la semaine dernière à Sao Paulo, idem, gros nuages qui arrivent dans l'intérieur de Sao Paulo, pas sur la ville, mais pareil, du jour au lendemain, effectivement. Donc ça accentue cette prise de conscience des sujets environnementaux, notamment dans les grandes villes au Brésil. Sur la ville durable, donc aujourd'hui, Brésil, 76% de la population vit en ville. Donc plus de 42, donc 17 millions d'habitants et 42 plus de 500 000 habitants. Donc vous voyez ce que ça peut représenter à l'échelle en comparaison avec la France, c'est compliqué. La collecte sélective, seulement 70% des villes le font, sachant qu'il y a un défi. Le principal défi, c'est en fait il n'y a pas vraiment beaucoup de villes au Brésil. Donc en France, on sait qu'il y a plusieurs, je crois qu'on est à 33 000 communes. Au Brésil, on est à 10 fois moins. On a seulement un peu moins de 4 000 villes sur l'ensemble du Brésil. Ce qui veut dire que les villes sont grosses, forcément. Et puis, mais certaines sont effectivement pas suffisamment importantes pour permettre une collecte intéressante pour les entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont obligés de regrouper les collectes de plusieurs villes, essayer de les regrouper pour que ça devienne intéressant, que ça devienne un business intéressant. On a aussi le sujet des favelas, alors qu'on n'appelle plus favela mais communauté au Brésil, mais qui représentent 6% de la population, donc, mais qui sont très concentrés sur les villes de Rio et de Sao Paulo. Là, pareil, c'est un défi urbain gigantesque. Donc, comment gérer ça ? Comment gérer effectivement la récupération, la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité, la gestion des déchets, et surtout la mobilité à l'intérieur de ces zones très, très, très compactes. Et donc 2 tiers de la population dépend des transports en commun. Ce qui est important de dire, c'est aussi que lorsque vous avez un week-end à Sao Paulo, la côte est à 60 km, vous avez, si vous décidez de partir en week-end sur la côte, vous ne serez pas tout seul. Il y aura à peu près 5 à 6 millions de voitures qui auront exactement la même idée que vous sur ce week-end-là. Donc ça vous donne à peu près la dimension que ces 60 km, vous pouvez mettre une demi-journée pour arriver au retour le dimanche. Donc les gens plutôt essaient de partir en décalé. Avec l'arrivée de la pandémie, il y a du télétravail qui s'est organisé sur le littoral, mais vous imaginez effectivement ce que ça peut représenter comme défi de mobilité à l'échelle du Brésil. Juste un point très important, et pour ça sur lequel on joue et il faut jouer, c'est que les Français, donc je l'ai dit, sont bienvenus, sont bien accueillis, sont reconnus. On est le premier investisseur, le premier employeur étranger au Brésil. Ça c'est très important. On a le CAC 40 complet qui est présent au Brésil. On a l'un des principaux employeurs, si ce n'est, a priori, si la décision de l'autorité de la concurrence le valide, on aura le premier employeur brésilien, ça sera Carrefour, qui est donc un des principaux employeurs, puisqu'il vient de racheter le numéro 2, donc il passera numéro 1 XXL, sachant que le numéro 2, c'est Casino, donc en termes de distribution. Vous avez aussi, bien évidemment, Renault, Peugeot, toute la partie industrielle française qui est implantée, Engie, Total sur l'énergie. Vous avez aussi sur la partie énergétique, vous avez une société comme Voltalia, par exemple, fait 80% de son chiffre d'affaires monde au Brésil. Donc vous avez finalement des filiales françaises qui sont implantées sur place, qui font plus de business que même en France. Donc ça donne effectivement le tournis effectivement, par rapport à ce que ça peut représenter. Et donc on n'est pas tout seul à investir. Le Brésil, c'est le 3e récipiendaire mondial d'investissement aujourd'hui.
Je dirais que, alors je sais qu'on a enregistré, je sais qu'on est en live, je sais que c'est pas très diplomatique ce que je vais dire, mais je dirais que le Brésil est en solde entre guillemets. J'espère que personne de l'ambassade du Brésil n'écoute, mais le Brésil est en solde. Ce que je veux dire par là, c'est que le taux de change aujourd'hui est extrêmement favorable pour qu'une entreprise française prenne position sur le marché brésilien, notamment par une croissance externe. Donc c'est ce que j'appelle être en solde, c'est qu'effectivement aujourd'hui c'est le moment d'investir et de prendre position. Alors, la situation sociale et politique, c'est un sujet effectivement qui va être encore plus débattu l'année prochaine, puisque là aussi au Brésil il y aura une élection présidentielle, donc à la fin de l'année. Mais la principaux programmes aujourd'hui, c'est la réforme de l'assainissement. Donc c'est le chantier, le gros chantier, c'est-à-dire il y a des appels d'offres tous les jours qui sortent et qui permettent justement de prendre position sur ce secteur. Donc vraiment gros sujet. Deuxième sujet, les énergies renouvelables et les biocarburants, notamment les biointrants aussi sont extrêmement recherchés sur la partie agroalimentaire, mais sur le sujet, sur les investissements privés, donc c'est le focus. Et enfin, structurisation de consortiums pour la gestion des déchets. Donc ça c'est vraiment, encore une fois, le sujet phare aujourd'hui au Brésil. Ça passe par qui? Ça passe par les maires. Donc ce qui tombe bien, c'est que depuis l'année dernière, et c'est pour ça que c'est en plein boom aujourd'hui, depuis l'année dernière, donc, il y a eu des élections, donc les équipes ont été mises en place depuis moins d'un an. Et c'est leur sujet principal, c'est là où il y a effectivement des fonds. Il y a des fonds de banques de développement, encore une fois je l'ai cité, étrangères, mais aussi de la propre banque de développement brésilienne, la BNDES, qui a mis effectivement ce sujet sur la table. Donc distribution d'eau, assainissement et gestion des ordures ménagères sont dans les villes, et donc ça veut dire qu'effectivement le centre de gravité c'est là. C'est pour ça que on travaille, et notamment avec la Chambre de commerce France-Brésil, sur des événements effectivement avec les maires sur la ville durable. Alors, sur les opportunités, donc sur les 4 principaux, réseau intelligent. Donc là, l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur Niterói, sur l'État de Rio, donc le fait de fluidifier le trafic. Donc Engie l'a fait, et c'est un des beaux case studies français qu'on a pu développer et qui nous sert effectivement de pied dans la porte pour rentrer dans certaines mairies, pour montrer effectivement le savoir-faire français. La construction de Smart City au Brésil, donc une dizaine, c'est des opérateurs privés qui font ça donc au Brésil. Le développement de la 5G, les appels d'offres sortent actuellement, donc avec un débat bien sûr comme partout sur Huawei ou pas. Sur la mobilité, donc 30% du portefeuille de la BIT se concentre sur la mobilité, donc c'est comment effectivement faire circuler les gens et éviter effectivement les embouteillages. Il faut savoir que même pendant les périodes de confinement, il y a eu des embouteillages. Seulement 15%, une quinzaine de villes disposent de transport ferré, ce qui est effectivement très ridicule quand on compare notamment avec la France. Et on a des appels d'offres, notamment dans l'État de São Paulo, qui sortent là d'ici la fin de l'année, dans les prochaines semaines, parce qu'après, en 2022, on rentre dans une séquence politique, ça sera plus compliqué, mais voilà, c'est vraiment un territoire d'opportunité. Au assainissement déchets, c'est la principauté. Donc je vous ai dit 8 milliards apportés par le BNDES, donc la banque de développement brésilienne. Donc c'est gigantesque. La dépollution du principal fleuve qui passe à Sao Paulo, donc assainissement, dépollution, aménagement, donc ça c'était aussi un gros sujet. Et puis la gestion de l'eau dans l'état de Rio et dans la ville de Rio, avec des investissements qui dépasseront les 600 millions d'euros. Enfin, sur bâtiment, efficacité énergétique, toute une réflexion et toute une réflexion est en place aujourd'hui pour faire en sorte que ces politiques favorisent la faible consommation de ces nouveaux bâtiments. Deux zooms sur la ville de Curitiba. Alors, il faut savoir que ça a été pendant très longtemps le modèle de mobilité urbaine mondiale quasiment, parce qu'ils avaient développé leur propre système de transport et de mobilité qui était jugé effectivement extrêmement innovant, qui permettait l'accès notamment aux handicapés de manière assez facile avec des plateformes qui facilitaient tout ça. Et donc ils sont partenaires de l'AFD depuis une dizaine d'années, et c'est la première ville durable et intelligente d'Amérique latine, donc ça devient effectivement c'est une des références, et c'est une des villes effectivement avec lesquelles on travaille le mieux en termes de projet et en termes de projection.
Niterói, alors pour ceux qui connaissent pas, Niterói c'est en face de Rio, ce qu'on voit de l'autre côté c'est Rio. Pour ceux qui connaissent New York, c'est un peu Brooklyn avec Manhattan, donc en face de Rio, Niterói. Pareil, alors là on travaille avec eux, ils ont une ligne de crédit de l'AFD notamment pour projeter un tramway donc dans la ville de Niterói pour aussi fluidifier effectivement les accès dans la ville et puis les accès à la ville de Rio. Comment se positionner sur le marché? Alors, je vous l'ai dit, le Brésil c'est un pays continent, donc c'est gigantesque, donc les dimensions sont gigantesques. Donc ça veut dire que dans votre même réflexion de ce que vous pouvez faire, vous avez l'obligation de penser effectivement le gigantisme brésilien. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement sur un marché gigantesque, ce qui veut dire que vos attentes et votre positionnement dépendra aussi de votre capacité à répondre à cette taille de marché. Tropicaliser son savoir-faire et loin des yeux, loin du cœur, je regrouperai ça, donc, et notamment avec l'image du café à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être présent. Présent parce que ça passe par le côté convivial et le côté humain. C'est un peu désuet, ça peut paraître un peu désuet, mais c'est primordial en Amérique latine et notamment au Brésil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils achètent une solution, ils achètent d'abord, si je prends mon exemple, ils achètent Richard avant d'acheter la solution. Mais c'est un package. C'est-à-dire que c'est Richard que j'achète parce qu'il a une solution intéressante, mais j'ai une relation directe avec Richard et donc je le connais et je crée une relation de confiance avec lui. Pourquoi? Parce que c'est effectivement des situations où très inégalitaires, sur des pays très, très inégalitaires, ce qui veut dire que effectivement le cercle de confiance est assez limité. Et donc quand ils voient un gringo arriver au Brésil, ils ne savent pas d'où on vient, on ne sait pas quels sont les repères, ils n'arrivent pas à nous classer comme eux, ils se classent effectivement par classe, de manière au moins je dirais intelligente. Et on arrive et donc il faut créer cette relation. Et ça passe par beaucoup de café. Alors, malheureusement pour vous, si vous y allez, si vous ne connaissez pas, le café est relativement d'une qualité assez médiocre, mais ça veut dire que vous devez voir ces gens systématiquement. Et il se passera peut-être rien pendant 20 cafés, 20 rendez-vous, où vous avez l'impression de perdre votre temps, vous voulez effectivement faire avancer certains dossiers, en fait ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut effectivement créer ce lien et ça passera par peut-être dès le premier rendez-vous, ils vont vous montrer des photos sur son téléphone, la personne va vous montrer les photos de sa femme, de ses enfants, de ses chiens, de son club de foot, et vous inviter dans un maison secondaire. Ça vous paraît bizarre, ils vont vous taper sur l'épaule, ils vont vous faire un abrasso. Vous allez trouver ça très bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ça va être comme ça. Et on a ce qu'on définit le temps élastique. C'est-à-dire il va rien se passer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Peut-être même vous allez envoyer des mails, vous n'allez pas avoir de réponse. Vous allez dire c'est mort sur le Brésil. Finalement le type était sympa, mais en fait il se passe rien. Et en fait, du jour au lendemain, on va avoir, bonjour, salut Richard. En fait, on a un appel d'offres dans 3 semaines. Il faut qu'on ait tout bouclé. Donc on a besoin de toi sur les 3 prochaines semaines pour faire le tout. Et ça marche comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit suffisamment flexible et agile pour pouvoir répondre à ça, c'est-à-dire cette demande effectivement qui est élastique et ce temps élastique. Entourez-vous forcément de partenaires locaux sur ces sujets-là, c'est primordial, c'est une évidence. Être armé juridiquement et financièrement. Alors, il y a 2 millions d'avocats au Brésil, donc je pense sur 200 millions d'habitants. Donc ça veut dire que tout est juridique, un peu comme mes collègues d'Amérique du Nord. Donc tout est juridique. Donc c'est la première personne que vous devez recruter sur place, c'est un juriste. Et bien sûr disposer d'un plan financier solide. Donc j'ai encore recité la BPI parce que c'est encore une fois primordial sur ce secteur. Ne pas confondre art de vivre et réel intérêt pour votre offre commerciale. Alors c'est là où nous on a un rôle, Business France, c'est de vous aiguiller là-dessus. C'est-à-dire que l'enthousiasme brésilien est immédiat. C'est génial. Ils vont vous dire c'est fabuleux ce que vous présentez. Mais alors vous allez sortir de là en disant c'est génial, c'est bon, c'est dans la poche, etc. Non, en fait, c'est-à-dire que l'enthousiasme et la réalité, il peut y avoir effectivement un gap. Ça s'entretient, ce que j'ai dit sur les différents rendez-vous, mais effectivement, il peut y avoir un enthousiasme sur la solution sans que ça se concrétise. Donc c'est là où, sur ce laps de temps, que vous devez intervenir et bien identifier si c'est en fait un enthousiasme poli, gentil, ou si c'est effectivement une vraie marque d'intérêt. Et après, donc le Brazilian Tripod, comme on l'appelle dans mes équipes, donc procédure, présence et personnalisation, c'est un peu le triptyque sur lequel il faut jouer effectivement pour pouvoir rentrer sur le marché brésilien.
Voilà, donc vous pourrez nous retrouver donc sur LinkedIn, etc. Et je vous mets mon mail pour que vous puissiez effectivement, si vous voulez en savoir plus, qu'on puisse enchaîner. L'idée c'est qu'on puisse peut-être faire une ou deux questions, Alban. Merci. Merci Richard. Est-ce que il nous reste 6 minutes pour prendre des questions. Donc le but c'est vraiment d'échanger avec vous. On peut faire tourner un micro. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui vient d'être dit? Dernier point. Généralement, la première prend plus de temps. La plus dure. Ah, il y en a une. Bonjour, merci pour cette présentation hyper intéressante. Vous dites qu'effectivement, il faut être implanté sur place. Comment faire pour une PME qui est en France, qui a effectivement la capacité à l'international, qui le fait déjà? Mais est-ce que ça passe par un VIE, ou est-ce qu'un VIE est trop jeune? Ou est-ce que ça passe par des accords avec des grands ensembliers comme Engie? Voilà. Les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, d'avoir un VIE, c'est toujours un plus. Pourquoi? Parce que vous existez localement. Il puisse vous identifier sur place. Parce que, je racontais ça hier et j'ai choqué pas mal de monde dans une présentation hier à Grenoble. S'ils veulent m'appeler parce qu'ils ont un sujet France par WhatsApp à 23h le dimanche, ils s'attendent à ce qu'on réponde. En fait, ça peut paraître très, très surprenant, mais la vie personnelle et professionnelle est complètement mélangée. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin d'un contact direct. Et si à 23h, ils sont obligés d'attendre le lendemain que la France se réveille pour avoir une réponse, c'est beaucoup trop tard. Donc ça passe par une présence locale. Donc ça, c'est évident. Un VIE, c'est un premier pas, je pense que c'est très intéressant. Souvent, le modèle choisi, c'est envoyer un VIE, justement créer les liens, voir effectivement l'intérêt de création d'une structure et peut-être profiter du temps du VIE pour le faire. Et surtout, le VIE devra nouer des partenariats justement avec les GIS et tous les intervenants qui sont sur place et qui pourront effectivement permettre l'accès à des appels d'offres. Donc je dirais que c'est les deux, VIE plus et le principal travail du VIE, ça sera la prise de contact avec les partenaires locaux. D'accord, super. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, pour rebondir sur le VIE, en plus, la crise commence à passer doucement derrière nous. Il y a encore un peu de temps à laisser passer en Amérique latine. Ça a été longtemps fermé, l'accès au VIE, mais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le Brésil ou même les pays proches? Est-ce qu'on peut envoyer des VIE? Dans quelles conditions? Voilà, comment Business France nous accompagne là-dessus? Ça y est, c'est ouvert. Officiellement depuis le 1er septembre, mais en fait vraiment depuis une semaine, depuis le 1er octobre. Sur le Brésil, donc vous pouvez renvoyer des VIE depuis maintenant. On a été à quasiment 600 VIE sur la zone Amérique latine avant la pandémie. On est tombé à 200. Donc on doit récupérer ce nombre de VIE. Il y a pas mal effectivement de demandes d'entreprises et notamment des PME qui veulent envoyer demain. Donc sur le Brésil c'est ouvert. Le Mexique a jamais vraiment fermé. Il a été fermé pendant un mois, mais ça a ouvert rapidement. On a un petit délai. Il faut que j'en parle avec l'ambassade du Chili sur l'envoi des VIE au Chili. C'est le seul souci qu'on a, mais c'est un souci administratif de visa qu'on va essayer de lever avec nos homologues chiliens. Mais sur le reste, voilà, vous pouvez envoyer les VIE dès demain sur l'Amérique latine. Ça reste encore une fois le meilleur moyen d'appréhender, de nouer des contacts et de bien comprendre le marché avant de faire le pas suivant, quoi. Donc vraiment le VIE, quoi. Vraiment, j'insiste là-dessus, vous avez une chance incroyable en France, vous avez des structures, des chambres de commerce sur place qui peuvent vous aiguiller, vous avez le financement avec la BPI, vous avez l'assurance prospection avec la BPI, vous avez même des crédits acheteurs avec la BPI, vous avez l'AFD qui finance des projets et donc qui vous permettent effectivement de découvrir les projets avant qu'ils ne sortent, justement, ces fameux appels d'offres dans les principales villes et dans les principaux réseaux urbains sur place. Et vous avez Business France qui vous appuie avec notamment le VIE. Donc vous avez cette chaîne incroyable. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça. Je crois même qu'on est les seuls à avoir quelque chose d'aussi complet et aussi complémentaire. Donc vraiment vous avez... je sais que l'Amérique latine peut faire peur.
Je sais que à certains égards, effectivement, ça peut même repousser parce que c'est un marché complexe, etc. Mais comme il pourrait dire à côté, d'ailleurs, if you can make it there, you can make it everywhere. C'est plutôt en Amérique latine. Si vous êtes capable effectivement de faire du business là-bas, ça veut dire que vous avez les conditions et ce que je viens de décrire, et donc vous avez tout pour pouvoir le faire ici, là-bas, et ensuite profiter un maximum de toutes les opportunités, parce que on est attendu, on est une des rares zones où on est en excédent commercial, on est attendu comme Français, surtout sur ces solutions-là, donc vraiment profitez-en parce que vous avez aucune excuse pour ne pas aller sur ce marché-là. Merci. Merci beaucoup. Merci Richard. On te retrouvera en fin de journée pour clôturer le campus. Un grand merci, c'était très intéressant et vous pouvez contacter Richard grâce à son adresse et les réseaux qu'il nous a communiqués. Merci beaucoup.